Et voilà, et il y a des gens qui arrivent, on n'en peut plus, ça y est, ça débarque. Sur Insta, on est pas mal, sur Zoom, on est super nombreux, donc je redis la consigne, si vous ne voulez pas sur Zoom être reconnu, modifiez vos noms, vos prénoms, euh, camouflez votre visage, mettez des masques, faites tout ce que vous voulez. En tout cas, cette vidéo sera mise en replay, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, bah, à 19h, Théo, moi j'ai les gosses, j'aimerais bien venir, mais ça va être compliqué. Donc, je mettrai cette vidéo en replay. Déjà, je voudrais remercier mes coachés et mes coachs. Voilà, déjà, la première chose, c'est que je vais remercier les coachs. Les coachs de l'équipe Quick Change qui, tous les jours, sont toujours motivés, engagés à accompagner les personnes qui nous ont fait confiance dans notre programme anti-burnout. Donc, merci, merci à eux. Et dans ce programme Quick Change, il y a des coachés qui nous ont dit, Théo, nous, on aimerait bien que là, c'est un peu l'occasion, tu nous parles de comment gérer ce stress qu'on a lors des fêtes de fin d'année. Eh ben, merci pour le sujet, j'ai planché, ça m'a pris toute la journée, ça m'a mis en burn-out, donc merci à vous. Maintenant, non, je déconne. Maintenant, ceci étant dit, ceux qui ont l'habitude, ils savent que j'ai un ton sérieux sans se prendre au sérieux. Ceux qui n'ont pas l'habitude, ça va piquer un petit peu. Il se peut que... il y en a qui savent. Je vois Bruno qui rigole parce que Bruno, il sait que de temps en temps, il y a la vanne qui part. Pour les autres, ah oui, vous avez vu, j'ai mis mon stéthoscope. Alors ça, c'est rien, c'est juste, j'ai retrouvé... Et Isabelle, j'ai vu, t'as relevé la tête. T'avais pas vu que j'avais mis mon stéthoscope. Alors non, Isa, c'est pas pour jouer au docteur avec toi. J'ai mis mon stéthoscope parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais vétérinaire à une époque. Et, euh, et j'ai fait du rangement et je me suis dit qu'avec ça, j'allais paraître pour un mec vachement sérieux. Donc, vous voyez, je vais le ranger parce que j'ai pas envie de passer pour un mec vachement sérieux. Merci donc pour votre présence. On est de plus en plus nombreux. Il y a encore plein de gens qui débarquent comme ça sur la plateforme Zoom et sur Insta. On n'en parle pas. Donc, on va aborder ce sujet qui est comment gérer le stress des fêtes de fin d'année. C'est vrai que c'est le bazar, hein, ces fêtes de fin d'année. Et le problème, c'est que il y en a trop, il y en a trop, il y en a une, deux, après, il y en a peut-être trois, parce que si on compte la chandeleur, les crêpes, le truc, le machin, on s'arrête plus, quoi. Puis après, on fait un tout droit jusqu'à Pâques, on se reprend des fêtes dans la tronche, ça n'arrête pas. Donc, j'ai vraiment bossé à ce sujet avec le prisme des gens qui font un burn-out, avec le prisme des gens qui ont, alors des mots de jargon pour ceux qui ne connaissent pas, des drivers, donc des petits programmes inconscients qui les mettent dans le burn-out. Si vous ne le savez pas, regardez ma conférence sur le burn-out, vous découvrirez ce que c'est qu'un driver. Un driver, c'est un petit programme inconscient qu'on va intégrer dans notre enfance et avec lequel on va vivre tout simplement. Et les personnes en burn-out, alors elles ont un driver qui est formidable, qui est le driver soit parfait. Donc, pour la faire très courte, elles sont atteintes de la perfectionnite aiguë. Tout ce qu'elles font, elles ne le font pas assez bien. Ce qui veut dire une chose, ça veut dire qu'elles vont s'autocritiquer en permanence. Ça sera jamais assez bien. Tu vas voir, ça va être la maîtresse ou le maître de maison qui te reçoit, qui te fait entrée, plat, fromage, dessert, pousse café, tout ce qu'il faut. Tu lui dis, écoute, Jérôme, j'ai adoré ton repas, c'était top. Et Jérôme, il va te dire, j'aurais dû faire cuire le gâteau 2 minutes de plus. Eh ben non, tais-toi, Jérôme, juste prends le compliment. Ton gâteau, il était top, tout était top. Mais quand tu as le driver soit parfait, bah, tu ne l'entends pas ce compliment-là parce que tu n'as jamais appris, toi, à te contenter du bien, voire du très bien. Tu veux toujours faire plus, 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 plus. C'est la meilleure façon de se mettre la rate au courbouillon. Donc, effectivement, ce driver-là, combiné à un autre driver, alors chez les personnes en burn-out, c'est trois drivers en permanence, soit parfait, soit fort. Le soit fort, c'est je me plains pas, et fait plaisir. Alors, fait plaisir, c'est l'autre passe avant moi. Autrement dit, les personnes qui ont ce driver fait plaisir, quand tu leur demandes à elles, toi, qu'est-ce qui te fait plaisir, elles te disent, bon, je sais plus, moi, qu'est-ce qui me fait plaisir. En revanche, je vais tout faire pour essayer de vous faire plaisir, vous, ma famille, mes enfants, mes amis, bref, tous ceux que je vais recevoir pour cette période critique des fêtes de fin d'année. Donc, tu passes ton temps à vouloir faire plaisir aux autres et tu te mets la rate au courbouillon. Bref, une bonne période pour tomber dans la nasse du burn-out. Et puis, tu vas t'apercevoir aussi que la saison, elle n'est pas forcément terrible, terrible non plus. Pourquoi? Parce que on est, je sais pas si sous quelle latitude vous êtes, on n'a pas tous la chance d'être comme notre coach Christella à Tahiti. Bon, si vous êtes en Europe, en métropole française ou à la limite même au Québec, vous aurez peut-être remarqué un truc, hein. Non seulement ça caille, mais on n'y voit pas grand-chose dehors. Tu te lèves, il fait nuit, tu te couches, il fait nuit. Même tu rentres chez toi, il fait nuit. Donc ça pèse aussi un petit peu sur le moral parce que on a la synthèse des hormones qui se font moins en hiver, certaines hormones qui se font moins en hiver. Donc ça pèse aussi un petit peu sur notre chou-fleur.
Donc la période, effectivement, elle est critique pour les personnes qui sont sensibles au burn-out. Alors, je vais vous rajouter un petit truc. Je pense que là, il y a des gens qui doivent se dire, alors quand tu es en burn-out, tu fais cette connerie-là, hein. Tu te dis, bon, allez, vivement les vacances, comme ça, je vais souffler un petit peu avant de recommencer le boulot. Ça, tu peux te le dire. Le problème quand tu fais ça, c'est que eh ben, tu vas te charger la mule avant les vacances, tu vas vraiment endurer, endurer, endurer ton stress. Et puis, arrivé le moment des vacances, bah, tu vas t'apercevoir que sur des vacances de 15 jours, finalement, tu te reposes pas beaucoup. La première semaine, tu vas tranquillement faire descendre ton stress. Le week-end charnière, tu peux accélérer sur l'apéro avec modération. Et puis, le lundi de la deuxième semaine de vacances, il suffit que dans ta tête, tu te dises, ah zut, euh, je reprends dans une semaine, bah c'est fini. Ton cerveau va se mettre à penser à la rentrée et tu vas revivre le stress. Pourquoi? Parce que le stress, c'est une composante biochimique, mais c'est aussi lié à ce qu'on va faire avec notre cerveau. Ça veut dire quoi ce truc-là? Ça veut dire que notre stress, c'est quelque chose qui va être présent à partir du moment où on va anticiper l'avenir. Quand j'anticipe quelque chose et que je me mets la rate au courbouillon parce que je me dis il faut que tout soit bien, ceci, cela, là je peux être peinard, je peux être dans une sensation qui se sent super bien, je suis avec mon chat, il ronronne sur mes genoux, tout va bien. Non, j'anticipe l'avenir, je me mets la rate au courbouillon, je vis le stress. Donc on peut stresser par anticipation en permanence. Donc vous voyez, c'est une période qui est pas terrible. C'est une période qui est critique et je vais tâcher, à travers quelques petits conseils bien tapés, de de vous épargner tout ça. Comme ça, on va faire en sorte que le burn-out soit repoussé, en tout cas pendant cette période de fête. Même si je ne suis pas comme la plupart des gens, et je vais faire une petite digression avec ça, je ne suis pas comme la plupart des gens qui pensent que le burn-out est une catastrophe dans notre vie. Alors, je vais modérer le propos, parce que si c'est coupé et que ça s'est relancé sur YouTube, les mecs ils vont se dire, Théo, il dit que le burn-out, c'est pas une catastrophe. Alors si, c'est une catastrophe, mais moi, je suis de ceux qui se disent que derrière la mousson, eh ben, l'herbe, elle pousse. Que derrière un cataclysme, derrière un cyclone, eh bien, la nature reprend ses droits. Donc derrière quelque chose qui peut paraître aussi foudroyant qu'un burn-out, d'aussi catastrophique qu'un burn-out, d'aussi terrible qu'un burn-out, on a deux choix en fait. On a le choix de reprendre sa vie, le cours de sa vie exactement comme avant, c'est-à-dire toujours dans le perfectionnisme, toujours à ne pas oser dire non, toujours à faire passer les autres avant soi. Et là, on est sûr d'une chose, c'est qu'un jour ou l'autre, on refait un burn-out. Ou on a le choix de, pour une fois, peut-être aller tailler dans le vif, aller affronter des choses qui nous font peur, qui nous mettent mal à l'aise, qui nous rendent pas bien, mais pour changer ces choses-là qui finalement nous ont mis dans la nasse. Changer ces choses qui ne fonctionnaient pas, c'est affronter nos peurs, c'est apprendre aussi des nouvelles choses. Dire non, c'est pas quelque chose qui est super évident pour tout le monde. J'ai parfois des gens, je leur demande si, bah ouais, toi t'as su dire non, Martine, quand tu t'es fait embêter, quand on t'a mis la pression. Bah non, j'ai jamais dit non, mais une fois j'ai demandé et puis ça s'est mal passé. Bah comment t'as dit non? Et quand je décortique un petit peu, je m'aperçois que Martine, elle a dit non en pétant un plomb, en gueulant. Et donc, tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est générer un conflit destructeur plutôt qu'un conflit qui va générer des possibilités nouvelles pour elle. Donc, le burn-out peut être le moment de notre vie où on se dit, si encore une fois on est bien accompagné, attends, il y a des trucs qui n'ont pas marché ou qui marchotaient bizarre, mais je mettais la poussière sous le tapis pendant un moment. Bon, là c'est bon, je me suis pris les pieds dedans, peut-être que je vais changer ces choses-là maintenant. Maintenant, je vais vous donner mon proverbe préféré. Confucius a dit, alors je vais pas vous dire beaucoup de choses intelligentes ce soir, mais là ça va être un truc intelligent, donc notez les gars, c'est important. Confucius a dit, les gens ne changent que lorsqu'ils ont le feu au cul. Alors oui, c'est du chinois ancien, donc je suis pas très très sûr de la traduction, mais vous allez remarquer qu'autour de vous, il y a plein de gens qui veulent changer mais qui changent pas. Pourquoi? Ben, parce qu'en réalité, notre cerveau, changer, ça le met dans l'inconfort. Notre cerveau, c'est une grosse feignasse qui adore les routines. Il déteste changer. On a tous envie consciemment de changer, mais faire l'effort cognitif de changer, c'est compliqué. Notre cerveau, il aime pas parce que ça lui demande un effort. Et étant donné que mon cerveau, c'est une grosse feignasse, il va tout faire pour ne pas changer. Ça, c'est une première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est parce que mon cerveau ne voit pas le bénéfice à long terme d'un apprentissage, par exemple, à dire non. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui est là en face de vous, qui vous dit tu m'ennuies, Martine, est-ce que tu veux faire ci? Alors vous,
Vous aimeriez dire non, mais le bénéfice immédiat va être de dire oui pour éviter la situation de conflit. Ça vous plaît pas cette situation, mais au moins vous avez un bénéfice immédiat qui est, bon, je suis pas rentré dans le conflit, ça va. Pour vous donner un exemple de la vie quotidienne, toutes les personnes qui ont envie d'arrêter de fumer une clope. Je sais que fumer à long terme, ça va me tuer. Je sais qu'il suffit que je laisse passer une semaine, 2 semaines pour que je me désintoxique de la nicotine, que je me déconditionne de tous les conditionnements que j'ai eu avec la clope pour me sentir bien. Ben non, là, je me sens pas bien, j'ai un coup de stress, fume une clope. Mon cerveau a besoin de gratification immédiate. Donc, il y a plus de gratification immédiate à dire oui quand j'ai envie de dire non, parce qu'au moins, je n'affronte pas ma peur. Donc, vous voyez, le changement, on le veut tous, mais finalement, faire ce qu'il faut pour le faire, ça marche pas. Or, les gens ne changent que quand ils ont le feu au cul. Bah, bizarrement, c'est très compliqué d'arrêter de fumer quand j'ai fumé pendant 30 ans et que je suis à 2 paquets par jour, mais un jour, je me réveille et je me mets à tousser du sang sur mon oreiller. Bah là, du coup, c'est devenu super facile d'arrêter de fumer. Ou je sais très bien qu'il faut que je maigrisse, il faut que je mange un peu plus de salade que de frites, mais je le fais pas, sauf le jour où je fais un AVC parce que j'ai trop de cholestérol. Ah, là, d'un coup, c'est devenu plus facile. Pourquoi? Mais parce que j'ai eu le feu au cul à ce moment-là. Autrement dit, à chaque fois que je veux faire un changement, je dois me demander si j'ai réellement le feu au cul assez. Parce que sinon, je risque de ne pas faire le changement. Vous savez, les gens, ils sont motivés par deux choses. Ils sont motivés par la carotte qu'il y a devant eux, un avenir hypothétique où ils se sentiront bien, mais je vous ai dit, notre cerveau adore la gratification immédiate, donc généralement la motivation positive par un avenir positif, moyen bof. Les gens sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus motivés par ce qu'on appelle la motivation négative, la suppression d'un truc qui leur brûle les fesses. Ah bah là, je suis prêt à bouger, il n'y a pas de problème. Quand la situation devient urgente, là, je suis prêt à bouger. Regardez, je vous donne un exemple que j'ai expliqué l'autre jour dans une conférence avec des dirigeants d'entreprise. Je leur disais, voyez les gars, pendant très longtemps, ah, vous avez voulu faire du télétravail parce que vous vouliez améliorer le bien-être global de vos salariés, de vos collaborateurs, etc., etc. Mais il n'y en a pas un qui s'est bougé le cul pour faire le télétravail. Et puis un jour, vous avez un truc qui s'est appelé Covid-19, un truc comme ça. Si je dis le nom, je vais être zappé tout de suite de YouTube. Mais ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est mis en télétravail d'un coup et que, bah ouais. Et le télétravail, d'ailleurs, c'était pas si génial que ça pour les personnes en burn-out qui ont décloisonné complètement leur vie professionnelle et leur vie personnelle et ça a mis un bazar monstrueux. Donc, on garde ça en tête. Est-ce que j'ai suffisamment le feu aux fesses pour faire ce changement? Et sinon, pourquoi c'est vraiment important pour moi de changer? Moi, je suis vraiment au milieu de tout ça. Est-ce que j'ai suffisamment envie par la motivation positive et est-ce que j'ai suffisamment le feu aux fesses pour faire le changement? La deuxième chose par rapport au changement, il faut se souvenir d'une chose, c'est que il y a toujours un coût au changement. Toujours, toujours, toujours. Et parfois, la seule vraie question à poser à une personne, c'est est-ce que tu es prête à payer le coût de ce changement? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Une personne, par exemple, qui veut arrêter de fumer, c'est quoi le coût de son changement? Elle va dire, mais non, c'est super d'arrêter de fumer, je me sentirai mieux, je vais retrouver la respiration, je vais être en meilleure santé. Ouais, mais est-ce que tu es prête à payer le coût de parfois être en sensation de manque? De parfois de sentir un petit peu désocialisé parce qu'avant, tu étais dans un club de fumeurs et que du jour au lendemain, tu te retrouves tout seul. Si tu es prêt à payer ce coût-là, alors peut-être que tu vas faire les efforts pour le faire. Si t'es pas prêt à payer ce coût-là, si t'es pas prêt à payer ce prix-là, bah à la limite, j'allais te dire, fume une clope et fous-toi la paix, quoi. Parce que ton cerveau dira oui, je suis prêt, mais il y aura une partie de toi qui dira non, je suis pas prête parce que je ne suis pas prêt à payer ce prix-là. Pourquoi nous, chez Quick Change, on travaille beaucoup avec des personnes qui sont en rechute du burn-out et pas en premier burn-out? Parce que généralement, dans un premier burn-out, elles sont pas prêtes à payer le prix de leur transformation. C'est quoi le prix de la transformation, outre le prix absolument exorbitant du Quick Change? Ceux qui rigolent, je vous vois. Typiquement, le coût de la transformation, c'est est-ce que tu es prêt à affronter tes peurs? Être capable de dire non à des gens où jusque-là tu disais oui. Eh ben, tant que t'es pas prêt à faire ça, fous-toi la paix, hein. Fous-toi la paix. Est-ce que tu es prêt à réapprendre le fonctionnement de ton cerveau pour cloisonner tes pensées? Si t'es pas prêt à faire ça, prends un Xanax, hein. C'est pas grave, hein. Fous-toi la paix. Vous savez, réapprendre à dormir, c'est pas si compliqué que ça, mais il y a des gens qui sont pas prêts à payer le coût, qui sont pas prêts à payer le prix. Alors, ils vont préférer prendre un somnifère. Est-ce que vous êtes prêt à changer? C'est en fait, c'est quoi ma motivation dans l'avenir, d'une part. De deux, est-ce que j'ai suffisamment le feu au cul pour changer? Et de trois, est-ce que je suis prêt à payer le coût? Est-ce que je suis prêt à payer le prix pour changer? Et bien, bien souvent,
Pourquoi les gens en rechute du burn-out, ça fonctionne bien? Parce qu'ils s'en sont tapés un de burn-out. Ils savent que ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire quand on leur a dit, allez, rentre chez toi, repose-toi, ou à la limite, parle à quelqu'un allongé sur un divan pendant des semaines, et ben plus tard, ils retombent parce qu'ils n'ont pas réparé, ils n'ont pas transformé, ils n'ont pas changé en fait. Ils ont juste décalé leur premier burn-out vers un deuxième. Évidemment, la rémission d'un burn-out, c'est facile, hein. Tu te reposes, un jour ou l'autre, ça ira mieux. Mais la guérison, c'est autre chose. Être capable de prendre sa place, être capable de dire non, être capable de plus avoir ses anciens réflexes, être capable de gérer son temps, ah ouais, ça prend un peu plus d'énergie. Voilà pour ces paroles d'introduction. Alors, vous ne le voyez pas, mais je tiens à vous dire un truc, c'est qu'on n'est pas seul. Il y a mon chat qui me harcèle. Systématiquement, dès que je fais un zoom, alors ça, je le montre, ça va faire monter les vidéos, sur, la vue sur YouTube, vous allez voir. Alors, elle s'appelle Youpi, parce que contrairement à ce que sa tête pourrait passer, elle est très sympa. Elle a l'air horrible, mais elle est très sympa. Donc, on va commencer sans plus tarder avec ne montrez pas tous vos chats. C'est pas le moment. On va commencer avec justement ces fêtes de fin d'année. La première chose, c'est qu'il faut comprendre l'origine du stress des fêtes de fin d'année. L'origine, elle est très simple. Il y a une pression très forte qu'on va se mettre. La pression, elle va être sociale depuis le mois d'octobre, mais c'est de pire en pire chaque année. Depuis le mois d'octobre, on est bombardé par des publicités, mais partout où on va, hein. Vous allez vous regarder la télé, vous vous baladez en voiture ou en moto, vous allez n'importe où, vous avez de la pub pour les cadeaux de Noël, l'image de parents qui sont super heureux avec leurs enfants, qui sont super contents d'avoir le dernier cadeau à la mode. Et ça vous fout une pression de dingue. Tous ces films à la mort, moi le Schtroumpf, bien mielleux, bien dégoulinants, qui nous viennent des États-Unis, qu'on voit en ce moment beaucoup. Alors, c'est des films qui sont bien, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir. Mais en gros, ça c'est bien quand on est en burn-out. Mais typiquement, ça vous donne une image un peu dégoulinante de ce que devrait être Noël. Mais bon sang, qui a dit que Noël devrait être comme ça? Donc ça, typiquement, il y a une pression sociale qui est forte. Alors, en ce moment, c'est un petit peu en train de changer. D'ailleurs, on ne devrait plus dire Noël, on devrait dire fête de fin d'année, hein, si vous voyez un petit peu le courant qui se passe en ce moment, et c'est assez rigolo d'ailleurs. Mais on a quand même, en tout cas, la pression sociale sur ces fêtes de fin d'année, sur Noël qui apparaît par les publicités, par les médias, par la télé, etc., etc. Mais aussi, il y a une pression familiale. Bah, la pression familiale, on peut se la prendre de nos parents qui vont nous faire culpabiliser si on va pas les voir. Les pauvres, même mes pépés, ils seront bien contents de voir leurs petits-enfants. Bon, ça me saoule, j'ai 400 kilomètres à me faire pour aller les voir, mais tu te rends compte s'ils sont tout seuls, etc., etc. Bon, pression des parents, parce qu'on est toujours les enfants de nos parents, vous ferez ce que vous voudrez, mais même à 60, 80, 90 ans, vous serez toujours les enfants de vos parents. Puis maintenant, vous allez vous rajouter la pression de vos enfants. Pour qui, bah ouais, il faut être un bon papa, il faut être une bonne maman. Et si l'enfant n'a pas le même jouet que ses copains à l'école, ben, l'enfant va être la risée de l'école et vous allez, vous, parents, vous sentir super mal. Vous avez cette pression extérieure, mais vous aussi, vous avez votre pression intérieure. Je le répète, quand on est en burn-out, ou sensible au burn-out, et si vous êtes là, c'est que ce sujet vous intéresse, vous avez votre driver soit parfait qui vient vous titiller. Il faut absolument que toi sois bien, et en plus, il faut absolument que ben, je fasse plaisir aux autres avant de me faire plaisir à moi-même. Moi, j'ai un credo, hein, c'est l'égoïsme salutaire. Donc, on va en parler tout au long de ce truc. L'égoïsme salutaire, c'est certainement pas l'égoïsme qui est connu, qui est véhiculé habituel, où, en gros, je pense qu'à ma gueule et je suis content. Non, non, c'est comment je nourris suffisamment mes besoins primaires pour ensuite pouvoir choisir en conscience où je mets mon énergie. Où je mets mon énergie financière pour les cadeaux, où je mets mon énergie en termes de temps, en termes de déplacement pour aller voir les uns et les autres. Et puis ce qui va se passer généralement aussi, c'est que le stress, il va arriver quand il va y avoir une espèce de différence entre les attentes des uns et les possibilités des autres. Vous savez, j'ai tendance à croire que le malheur, c'est la soustraction entre mes espoirs, mes envies, mes expectations, mes attentes et mes résultats. Si je m'attends à une fête super géniale, tout ça, et puis que bah, tonton Jean-Louis, ce jour-là, il est un petit peu relou et que la fête, elle n'est pas aussi bien, il se peut que je me sente pas forcément au top de mon énergie, voire au top de ma joie. Donc ça, typiquement, c'est lié très probablement à cette différence entre mes attentes d'une part et mes envies de l'autre. Alors j'ai comme l'impression que ma caméra, elle a figé. Isabelle, tu me fais oui de la tête, Bruno me fait oui de la tête. Donc on va faire un petit switch de caméra sur Zoom. Vous allez voir, je fais tout là, je fais la technique, je fais tout. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne mieux. Alors bougez pas, je reviens sur ma autre caméra parce que là,
Qualité ici, elle est pas top. Et non, ça a figé toujours, hein. Bon, et ben comme ça a figé, on va pas se faire suer. On va partir avec cette caméra-là et on sera bien. Là, au moins, je fiche pas. Donc, je reviens à ça. C'est mes attentes irréalistes. Le cadre, il est vachement moins bon avec cette caméra-là, vous avez vu? C'est pas terrible, hein, c'était mieux avec l'autre. Mais comme j'ai pu le driver soit parfait, je m'en fous. Pourquoi? C'est une illustration parfaite de ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est important dans ce qu'on est en train de se dire ici? C'est que l'image, elle soit sublime, c'est que le cadre, il soit beau, c'est que j'ai mis une jolie chemise repassée. Non, on s'en contre-cogne en fait. Ce qui va être important dans cette soirée, c'est que il y ait un ou deux messages qui soient bien délivrés pour qu'ils soient bien entendus et bien reçus. Le cadre, on s'en fout. La caméra, on s'en fiche complètement. Ça, c'est typiquement comment combattre son driver soit parfait. Ne pas se préoccuper de ces petits détails à la mort, moi le schtroumpf, pour aller vraiment vers l'essentiel. Vous remarquerez aussi que je fais pas de PowerPoint et à dessein, je vais pas faire de PowerPoint. Pourquoi? Parce que je vais faire en sorte d'être le plus clair possible pour que dans cette heure-là, il y ait une ou deux idées forces qui soient retenues. Si je commence à vous embarquer avec des dessins, des zigouigouis et des trucs comme ça, vous savez plus où donner de la tête. Alors que là, vous allez voir que si déjà au bout d'une heure, vous avez votre attention qui est toujours là, bah, je trouve que pour des gens en burn-out, c'est quand même pas si mal, quoi. Pour des gens qui ont l'habitude d'avoir le cerveau qui fait comme ci, comme ça, c'est quand même pas si mal. Alors on revient justement à l'origine du stress. L'origine du stress, on l'a vu, il y a une pression sociale, il y a une pression familiale, il y a une pression interne. Il y a des attentes irréalistes entre ce que les uns veulent et mes possibilités. Et il y a aussi, il faut le savoir en cette période de l'année, on l'a dit, bah, l'épuisement qui a été accumulé tout au long de l'année. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les vacances d'été, elles sont déjà loin, quoi. Et puis, encore une fois, on n'a pas eu un été indien, on a plutôt eu un hiver indien, quoi, cette année. Donc, il se peut que on arrive là en décembre complètement cramé. Donc, c'est normal que cette période soit un petit peu tendue. Ce qu'il va falloir faire dans cette période un petit peu tendue, plus que jamais, justement, c'est de ne pas faire l'autruche. Alors, je sais bien que sur une personne en burn-out, qui a le driver soit fort, ça va se traduire sur j'encaisse, je dis rien. Eh bien, justement, on va essayer de le combattre un petit peu, ce driver soit fort là. Parce que ce qu'il va falloir essayer de faire dans ces prochains jours, c'est reconnaître ses propres limites. Alors je sais bien que quand on est dans le soi parfait, on a l'impression qu'on n'a pas de limites. Quand on est dans le soi fort, on encaisse, on encaisse, on encaisse. Mais vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous êtes humain. Étant donné que vous êtes humain, non seulement vous êtes foutrement pas parfait, mais c'est ça qui fait que vous êtes chouette. Les gens parfaits en général, ils sont chiants. Invitez-les à dîner un jour. Invitez à dîner des gens parfaits. Vous allez voir, ils sont chiants. Et de deux, vous avez des limites physiques, psychiques, des limites financières aussi. Pour tous ceux qui se foutent la rate au courbouillon pour acheter le dernier truc à leur gamin, foutez-vous la paix une bonne fois pour toutes, quoi. Comme dirait mon ami Fabrice Midal, foutez-vous la paix une bonne fois pour toutes. On va devoir reconnaître nos propres limites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte, plusieurs fois dans plusieurs moments de la journée, je vais vous inviter à faire un petit travail sur vous. À plusieurs moments de la journée, je vais vous inviter juste à prendre une pause. À prendre une pause et à peut-être identifier certains signaux d'alerte. Signal d'alerte de fatigue, ça peut être juste je m'arrête un instant et juste je prends le temps d'aller en moi, savoir comment je me sens là maintenant. Si je commence à me répéter un petit peu trop, je suis fatigué, je me sens lourd, je me sens épuisé, stop. C'est pas le moment d'en faire plus. Pour combattre le driver soit fort, l'une des choses à faire, c'est reconnaître que être fort, c'est être capable de dire j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de m'apaiser. Ça sera une manière hyper intéressante de reconnaître vos propres limites. Et non seulement ce truc-là, il va être utile pour vous d'un point de vue physique, d'un point de vue physiologique, mais aussi, ça peut être intéressant à plusieurs moments de la journée de vous dire, quand vous commencez à mouliner, 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 par exemple, il faut que j'achète ça pour le petit, il faut que j'achète ça, stop. Est-ce que j'en ai vraiment les possibilités financières? Ou est-ce que je cherche encore à me mettre dans le rouge, peut-être financièrement, pour faire plaisir à quelqu'un? Et si tel est le cas, si tel est le cas, stop, on va à contre-courant. Ça veut dire quoi aller à contre-courant? Ça veut dire que autant d'habitude, on pourrait se dire, allez, je vais quand même y aller, je vais quand même faire ce qu'il faut pour le gamin. Là, c'est peut-être le moment de dire non, en fait.
je vais pas y aller pour une fois pour le gamin, je vais me faire passer moi en priorité. Parce que si cette fois-ci vous faites encore passer le gamin en priorité, bah peut-être que c'est sur des futures dépenses que vous allez vous mettre, vous, dans le rouge. Donc à plusieurs moments dans la journée, en tout cas sur ces prochains jours, faire des stops, faire des pauses. Est-ce que là maintenant, je me sens épuisé, fatigué? Ok, je vais pas en faire plus, je vais pas me rajouter une couche. Est-ce que là maintenant, ce que je suis en train de me dire, c'est bon pour moi ou est-ce que je me sens un petit peu contraint et forcé inconsciemment à faire des choses que j'ai pas forcément toujours envie de faire? Oh là 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 là, et la technique qui revient en même temps. Purée, je remercie les techniciens qui sont avec moi. Merci les gars, merci. Qui a remis la caméra comme autrefois. Le mec, il est pas parfait, mais en fait, tu vois, ça le gratouille quand même, tu vois. Bon, ça pour Instagram, ils comprennent pas. J'ai remis la caméra avec la super définition. Donc, ça, c'était mon vrai point sur ces prochains jours. Je fais des pauses à plusieurs moments de la journée et je me dis, est-ce que ça, c'est OK pour moi? Est-ce que c'est OK financièrement? Est-ce que c'est OK aussi, oui, au niveau de mon implication émotionnelle? Est-ce que c'est OK aussi au niveau de ma fatigue? Juste ça, c'est prendre conscience déjà de qui vous êtes. Je ne dis pas que vous saurez dire non. Je ne dis pas que vous saurez le faire. En tout cas, ceux qui ont pas fait le quick change, vous ne saurez pas peut-être le faire tout de suite, tout de suite. Ceux qui ont fait le quick change, je compte sur vous, les gars. Mais les autres, c'est normal que pour l'instant, vous ne sachiez pas dire non, vous ne sachiez pas vous prioriser, mais la première étape, ça sera au moins de vous reconnaître. Savoir que vous existez, savoir que, bah ouais, parfois vous avez aussi vos besoins et peut-être que ces besoins-là, vous avez besoin de les combler. Si vous ne savez pas encore demander, si vous ne savez pas encore dire non, si vous ne savez pas encore mettre de stop, c'est pas grave. Au moins, vous avez fait un premier pas et moi, je suis rassuré sur ce côté-là. Ça, c'est vraiment la première chose que je voulais vous proposer. La deuxième chose, c'est de vous souvenir de cette règle d'or. Dans le boulot, vie professionnelle, comme dans la vie de famille, on ne peut pas tout faire tout seul. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. Même si vous êtes parent solo, alors ça arrive hein, d'être parent solo, il y a toujours un moment où vous avez besoin d'aide. Vous ne pouvez pas faire l'éducation de votre enfant et partir à l'école et partir au travail, pardon, pour récupérer l'argent qui paiera le loyer. Vous avez besoin d'aide pour éduquer votre enfant, même si vous êtes parent solo. On ne peut rien faire tout seul aujourd'hui. Et pourquoi ça serait le cas alors dans notre vie privée, dans cette période un peu spécifique des fêtes de fin d'année? C'est juste pas possible. Je ne peux pas tout faire tout seul. Et vous savez quoi? C'est pas une faiblesse, c'est un art, l'art de la délégation. Apprendre à demander, apprendre à dire j'ai besoin d'aide. Apprendre à dire bah, à partir de maintenant, je vais peut-être déléguer les tâches. Toi, tu vas faire ci, toi, tu vas faire ça. Est-ce que vous allez savoir le faire? Ceux qui ont fait le quick change, peut-être. Les autres, bah peut-être que ça va merdouiller, c'est même certain que ça va merdouiller, mais au moins vous aurez mis un coup d'arrêt à vos automatismes. Est-ce que vous serez entendu? Est-ce que vous serez écouté? Peut-être pas, mais au moins vous aurez mis un coup d'arrêt à vos automatismes qui est j'en ai marre de tout faire, j'en ai marre de tout machin, je vais juste exprimer mon besoin. Je ne vais pas exprimer mon ras-le-bol, ça c'est vachement important pour ceux qui n'ont pas fait le quick change dans votre manière de vous exprimer. N'exprimez pas un ras-le-bol, c'est souvent pas de la bonne communication, ça. Oui, j'en ai marre, tu penses jamais à ça, tu fais jamais ci. Ça, vous allez avoir une volée de bois vert devant vous. Exprimez vos besoins. J'ai vraiment besoin d'aide parce que. Et vous mettez toujours un parce que quand vous expliquez vos besoins. Il y a des tests en psychologie qui ont montré que les gens feront plus les choses pour vous si vous mettez un parce que derrière. Ce petit truc-là, je vous le donne. Ça paye pas de mine, mais ça arrange beaucoup. Écoute, j'ai vraiment besoin d'aide parce que là, il faut que je termine ça et je ne pourrais pas faire ça. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? C'est beaucoup mieux que j'en ai marre et j'ai pas possible, je suis crevé. D'un côté, vous aurez la sensation de ne pas être entendu. De l'autre côté, ok, vous avez au moins pris votre place et exprimez, exprimez ce que vous ressentez de manière assertive. Ok? Donc, on reconnaît ses propres limites. Et puis, justement, bah, dans l'histoire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tranquillement dire non. On va tranquillement dire non avec bienveillance et poser des limites claires. Très souvent, je vous l'ai dit, les gens ne savent pas dire non. Ils vont gueuler un coup. Vous savez, c'est les gens qui disent, moi je dis rien, mais quand la coupe est pleine, je gueule. Bon, alors très souvent, ces gens-là, la coupe est jamais pleine, hein. Vous pouvez aller faire ce que vous voulez avec eux, ils gueuleront pas.
Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du rejet, mais je rentre pas dans le détail, sinon je suis reparti pour 2 heures de conférence. Mais ces personnes-là, en général, elles ne se plaindront jamais. Pour les autres, l'idée, c'est pas de gueuler, encore une fois. Si je gueule sur toi, Bruno, la première chose que tu vas faire, c'est quoi? Eh ben, la première chose que tu vas faire, probablement, si je gueule sur toi, c'est que tu vas te braquer, tu vas vouloir me casser la gueule. À minima, tu vas te braquer. Bon. Et moi, j'ai pas envie que tu te braques. Moi, j'ai envie qu'on reste dans une discussion productive. Si tu te braques contre moi, la discussion s'arrête. On est dans un conflit larvé où chacun va tirer d'un côté de son écharpe et l'écharpe va se déchirer au milieu. Un conflit, il faut pas en avoir peur, mais il faut savoir l'aborder. Comment on aborde un conflit? Comment on dit non? On dit non, je le répète, en exprimant son besoin. Écoute, j'ai besoin que tu m'aides là-dessus parce que. Basta. Et si on veut faire un peu mieux que ça encore, parce que déjà ça c'est magnifique, hein. Être capable de faire ça, c'est déjà être capable de prendre sa place. On peut faire encore un petit peu mieux en rajoutant, je me sens pas super à l'aise avec ça, j'ai besoin que tu m'aides parce que. Avoir la capacité de dire à quelqu'un, je me sens pas à l'aise avec ça, ça désarme votre interlocuteur. C'est ça pour moi ce qu'on appelle la vraie force. Être capable de dire ses émotions, être capable de dire ses sentiments sans sourciller. Quand je dis sans sourciller, je vais être plus précis, sans s'associer à l'émotion. Je vous donne un exemple. Ah, salut Fred, je t'avais pas vu. J'ai vu la caméra qui a fait coucou. Donc, typiquement, dire son émotion sans rentrer dans l'émotion, c'est quoi? C'est dire, écoute, là, je me sens légèrement en colère, mais quand je le dis, je suis pas en colère. Je l'exprime juste. Et derrière, j'accompagne par, et là, j'ai besoin d'aide. Parce que je me sens un petit peu seul, un petit peu abandonné, un petit peu submergé par l'ensemble des choses que j'ai à faire. Et derrière, je vais définir précisément ce que j'attends de l'autre. Pourquoi, mesdames comme messieurs, mais souvent mesdames, quand vous demandez quelque chose à votre mec, soyez précis. Je vous jure que c'est vrai, ça va nous aider. Nous, on veut bien vous aider souvent, mais il faut juste nous expliquer quoi concrètement. Tu sais, on est un peu teubés, nous, hein, donc si tu nous expliques pas les choses précisément et que tu nous parles que en indirect, on comprendra pas. Donc soyez précis aussi dans ce que vous attendez de l'autre. Là, j'aurais besoin que tu dresses la table avant 18h30 parce que sinon, ça va me stresser encore plus. C'est beaucoup mieux que j'aurais besoin que tu m'aides. J'aurais besoin que tu m'aides. Ouais, ok. Bah, Martine, elle a dit qu'il fallait que je l'aide. Mais comme j'ai jamais aidé Martine, concrètement, je sais pas quoi faire. Alors, encore une fois, la première fois que vous allez utiliser ce genre de langage, attendez-vous en face à avoir un espèce d'électroencéphalogramme à moitié plat, quoi. Parce que c'est la première fois que vous parlez comme ça, ne vous attendez pas non plus à maîtriser la technique. Encore une fois, le driver soit parfait, on le dégage. Mais le but du jeu ici, en tout cas pour les personnes fraîches que je connais pas encore, qui sont pas dans le programme, c'est juste pour une fois de prendre votre place. Juste prendre une place. Être capable, non pas de gueuler, mais de dire, je me ressens, je me sens pas super bien, j'ai besoin d'aide maintenant. Ça sera toujours mieux que de rien dire et de prendre sur vous et de péter un plombage et de regretter derrière que les autres vous aient pas aidé. Comment tu veux que je t'aide si je sais pas que tu as besoin d'aide? Si tu passes ton temps à me dire, oh ben non, t'inquiète pas, je gère. Si tu passes ton temps à me dire, t'inquiète pas, je gère, moi je te crois hein, en fait. Donc ne viens pas me reprocher des trucs plus tard. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide et précisément là, j'ai besoin que tu mettes la table. Faites des points précis. Ce que je suis en train de vous dire là, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle la délégation. L'un des trucs les plus complexes à faire. L'un des trucs les plus durs à faire. Justement, encore plus chez une personne en burn-out qui a jamais eu l'habitude de déléguer, qui a toujours eu l'habitude de faire tout toute seule. Donc, la règle d'or de la soirée, foutez-vous la paix si vous n'y arrivez pas parfaitement tout de suite. C'est pas grave. Au moins, vous aurez fait quelque chose. Je dis souvent ça aux coachés, c'est un est toujours mieux que zéro. J'ai pas envie que vous fassiez 100 en fait. Un, c'est toujours mieux que zéro. Juste pour une fois, essayez, tentez de vous exprimer, mais essayez au bon sens du terme. Moi, j'aime pas les gens qui disent j'ai essayé, ça marche pas. Non, essayez, c'est faites. Faites mal, mais faites. C'est aussi simple que ça. Essayer, c'est ça. Faire mal, mais faire. Jusqu'à finir par apprendre. Tiens, au bas mot comme ça. Est-ce que vous savez combien de fois un enfant essaye de marcher? Donc, en combien de fois un enfant tombe finalement avant de savoir marcher? Il fait 5000 chutes avant de savoir marcher. Alors imaginez la dernière fois que vous avez essayé un truc 5000 fois. Non, il est fort probable que vous avez fait un truc, puis vous avez dit, ouais, non, j'ai essayé, ça marche pas. Le stop it.
Ça, c'est spécial dédicace pour nos coachés. Le stop it, nom de Dieu. Pourquoi on le fait 210 fois sur les 3 premières semaines? Parce que quand on fait un truc 210 fois, bah ouais, on sait le faire, quoi. Vous voyez? Et c'est pour ça aussi que c'est 1 minute de votre temps et c'est pas 10 minutes d'affilée. Là, je comprendrais que ça soit chiant et que vous le fassiez pas. Donc, si vous faites 10 fois 1 minute fois 3 semaines, ça vous fait 210 fois. Oui, vous savez contrôler vos pensées sans aucun problème. Allez, je reviens à nos moutons. Nos moutons, c'est les fêtes de fin d'année et on recommence. Donc, j'identifie mes signaux. Je pose un cadre et j'apprends à m'exprimer. Je ressens ça, j'ai besoin de ça. Peux-tu faire ça précisément, s'il te plaît? Basta. Vous ne pouvez pas tout faire. Dire non, c'est la capacité de poser ses limites, donc de définir ce que vous êtes capable d'endurer ou pas. Je répète, plusieurs fois par jour, je me pose la question, est-ce que c'est OK pour moi ça ou pas? Avant d'avoir la moutarde qui me montonnait, d'énervement, de fatigue parce que le gros Gérard il m'aide pas, ou avant d'avoir la moutarde au nez, non, pas la moutarde, l'épuisement qui est devient top, comment je me ressens là? Très bien, j'agis. J'agis pourquoi? Parce que je suis pas une petite crotte en fait, je suis pas une denrée négligeable. J'ai le droit de prendre ma place. Donc j'agis en disant non et en ne faisant pas. Et en ne faisant pas, je vais vous donner une technique très simple de thérapie systémique. La thérapie systémique, c'est en gros comment éduquer son chien, mais au lieu d'être son chien, c'est nos potes, nos amis, nos voisins. Bon, je remets mon stéthoscope de vétérinaire. Et je vais vous raconter la thérapie systémique en 2 minutes. Si je veux apprendre à quelqu'un à faire à ma place, alors que pendant des années, j'ai toujours tout fait pour lui, eh ben, je vais lui dire non. Mais si je finis par faire quand même à sa place, devinez quoi? Eh ben, il a appris que mon nom, il valait pas grand-chose, quoi. C'est pareil avec un chien. Si mon chien ou mon chat, là, qui me casse les pieds, mais mon chat, c'est différent. Mon chat, je suis très faible vis-à-vis de mon chat. Imaginez mon chien. Mon chien, je suis à table, il vient, il me réclame à manger. Et puis, au bout d'un moment, je commence à en avoir marre parce qu'il commence à faire ça avec les invités. Je veux éteindre ce comportement. Si je commence à lui dire non, Yuki, je ne te donnerai plus, s'il s'appelle Yuki, Yuki, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va gueuler 2 fois plus. Attendez-vous la première fois que vous dites non à quelqu'un quand vous avez toujours dit oui, à ce que l'autre ait un comportement paroxystique. De la même manière que Yuki, quand vous allez lui dire non, il va gratter 2 fois plus fort, il va vous baver dessus, il va vous tirer vos mollets, peut-être il va vous mordre et vous finirez dans les faits divers. Eh ben, ça va être pareil avec les gens qui vous entourent. Si j'habitue les autres à faire trop à leur place et que je leur dis maman ne fera plus pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais quand même, les autres, les enfants, le mari, la femme, apprend que même si je gueule, même si je dis non, je ferai quand même à ta place. Il y a un jeu inconscient qui va se passer à cet endroit-là qui est, elle dit non, mais finalement elle fait quand même. Donc il faut juste, à partir du moment où je suis capable de poser un non, être suffisamment fort avec moi-même, et je vais même dire bienveillant envers moi-même, pour que ce non soit suivi des actes. Je dis que je le ferai pas, je le ferai pas. Et c'est OK. Et si j'ai demandé à mon mec de mettre la table et qu'il n'a pas mis la table, bah c'est OK, c'est pas grave. Le repas est prêt, mais tant que la table est pas mise, moi je le servirai pas, c'est pas grave. Si tu veux manger, moi, je peux te servir la soupe comme ça, hein, vas-y, fais comme ça. Non, je t'ai juste demandé de mettre la table. Donc moi, je la mettrai pas. Basta en fait. Alors peut-être qu'il va râler, peut-être qu'il va faire son Yuki, peut-être qu'il va vous mordre les bas de pantalon, mais inconsciemment, ne perdez pas cette bataille. OK? Et on continue dans la joie et la bonne humeur. J'enlève ça parce que j'ai pas envie, hop là, de paraître trop sérieux encore une fois. Ce qui va se passer aussi, je me suis dit, tiens, attends, qu'est-ce qui peut être sacrément stressant aussi pour des personnes en cette période de fin d'année, et les personnes en burn-out, ou à 2 doigts d'eux, ou les personnes en TDAH, ou à 2 doigts du TDAH, hyperactivité, etc. Il y a un truc qu'on n'aime pas trop, alors je me mets dedans parce que j'aime pas trop ça. Il y a un truc, c'est plein de monde, plein de bruit, plein de cris d'enfants partout qui sautent, qui crient, ça, c'est pas possible. Ça, votre niveau d'énergie va plomber en fait. Très souvent, vous allez ressentir comme une espèce d'agression dans votre bulle. Quand il y a trop de monde d'un coup comme ça, pour les personnes qui sont sensibles au TDAH, HPI, burn-out, bah vous pouvez vous sentir agressé, ça peut être vécu comme une sorte de stress.
La période des fêtes de fin d'année, c'est les périodes souvent où on va dans la famille, où on reçoit de la famille. Bon, et ben je vous invite à aménager à l'intérieur de chez vous, si vous le pouvez, un espace solo. Un espace qui va être comme un petit endroit où vous allez pouvoir vous réfugier. Un endroit où la famille, les amis, les enfants n'ont pas le droit d'aller. C'est votre repère à vous, c'est votre sanctuaire à vous. Si cet endroit, ça peut être un bureau si vous avez un bureau, ça peut être votre chambre si c'est votre chambre, pas d'agression dans votre repère à vous. Si vous n'avez pas un appartement suffisamment grand, ça peut être vous aménager un endroit à l'extérieur de chez vous où vous n'inviterez pas les autres à se promener avec vous, où vous partirez seul vous promener et vous ressourcer dans cet endroit. On appelle ça en psycho un endroit ressource. Un endroit que vous allez façonner à votre image pour faire en sorte que quand vous y êtes, vous êtes apaisé. Alors, bon, on a une semaine. On a une semaine pour y arriver, mais cet endroit, s'il n'existe pas encore chez vous, c'est peut-être le moment de le créer. D'aménager un petit coin rien que pour vous. Tu vois, pour toi, Bruno, ça pourrait être un coin où, je sais pas, t'as des bouquins de moto. T'as un truc qui te rappelle un road trip que t'as fait. Un truc où, quand tu vois les objets autour de toi, ça te replonge automatiquement dans des bons moments. Dans des moments où tu étais là, tu étais bien avec toi. Pour d'autres, ça peut être, je sais pas, un coussin de yoga dans lequel vous vous posez, vous êtes bien. Tu vois, vraiment des trucs qui vous rappellent des bons moments, rien qu'à vous, rien qu'ancré, rien que personnel. Ça vous permettra, dans les moments de trop-plein, de vous isoler dans cet endroit et c'est mon sanctuaire à moi. Je vais pas aller faire un road trip alors que j'ai la tata et le tonton qui sont à la maison, mais je vais me mettre là pendant 5 minutes. Je vais me replonger dans ces souvenirs-là. Je vais donc revivre en quelque sorte les mêmes émotions que j'ai pu vivre pendant ce souvenir-là. Quand je me plonge bien dans un souvenir, je revis les mêmes émotions. Ok, ça va me faire baisser ma jauge d'énergie qui était montée un petit peu haute. Allez, je peux retourner voir les petits derniers. Le petit Kevin, là, c'est un affreux, lui, hein. C'est toujours Kevin. Depuis qu'il m'a plagié, celui-là, ça va toujours être Kevin. De toute façon. Ah, et peut-être qu'il nous regarde maintenant sur Instagram. Kevin, si tu nous regardes, je te fais un bisou. Tu peux prendre des notes, hein, comme ça tu pourras exposer tout ça. Il n'y a pas de souci. On continue. Ouais, donc ça, en fait, c'est vraiment votre endroit sanctuaire. Pourquoi c'est important aussi? Parce que dans les problèmes de burn-out, il y a des problèmes d'espace. Des espaces personnels, on n'arrive pas à mettre ses limites. Vous savez que dans les burn-out, il y a souvent un symptôme qui est décrit, qui est le symptôme qu'on appelle de dépersonnalisation. En gros, c'est je sais plus qui je suis. Bon, nous, ce qu'on a vu, c'est pas que je sais plus qui je suis, c'est que j'ai jamais vraiment trop su qui j'étais. Pourquoi? Parce que j'ai subi les injonctions des uns et des autres. Tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, etc. Bon, donc ça, on a un processus pour se repersonnaliser, mais très souvent, c'est aussi un problème de limite et de frontières. Je ne sais pas gérer mes espaces, je ne sais pas dire non, je ne sais pas donc gérer mon temps. Mon emploi du temps, vous le gérez à ma place, hein. Et bah, cet espace qu'on va se créer aussi à l'intérieur de la maison, c'est une manière inconsciente de dire j'ai ma place, j'ai mon endroit ressource, donc de retrouver sa place. On est toujours en train de parler de ça en sous-texte. Et puis, ce qu'on va se faire aussi, c'est eh ben, gérer notre sommeil. Alors, le sommeil, ça, c'est un truc pareil. Je pourrais vous faire une conférence entière là-dessus. J'adore. Pour la petite anecdote, quand j'étais veto, on m'appelait. On m'appelait au milieu de la nuit pour aller faire des césariennes au milieu de la nuit. Alors, j'étais veto à Manicourt pendant un moment. Et on m'appelait pour faire des césariennes au milieu de la nuit. Alors les vaches, elles ont toujours la bonne habitude de véler en cette période de l'année. En gros, quand on se gèle les roupettes au milieu de la stabule, par -15 avec le vent et tout ça, donc température ressentie -40. Et donc j'avais complètement bousillé mon sommeil. J'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus à plonger. Donc je me suis réapproprié mon sommeil par des techniques d'auto-hypnose et ainsi de suite. Mais le sommeil, c'est l'un de vos biens les plus précieux, surtout quand vous êtes en burn-out. Je peux que vous conseiller une chose. Si vous êtes dans la phase où vous risquez de tomber, si vous êtes dans la phase où vous risquez de tomber, c'est pas le moment de vous faire suer avec ce que je vais vous raconter après. Si vous êtes dans la phase où vous êtes en moment de risquer de tomber, à la moindre envie de siester, vous vous isolez, vous faites une sieste. Vous faites une power nap, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, on s'en fout. Vous vous réappropriez votre temps et vous dormez. Foutez-vous la paix avec ça. Ça, c'est pour tous ceux qui sont en phase critique.
où l'épuisement, il est vraiment là. Pour ceux qui sont en train de remonter la pente, je vous interdis les siestes. C'est contre-intuitif ça. Mais les siestes, c'est de la daube. Pourquoi? Parce que les siestes, c'est dire à mon cerveau, je peux m'endormir n'importe quand. Et donc, pourquoi je m'endormirai le soir quand il faut que j'aille me coucher? La sieste, ça peut vous empêcher de bien dormir aussi le soir. Donc, pour ceux qui sont en train de remonter la pente, ne faites pas de sieste. Il y a un sujet qui est important avec ces fêtes de fin d'année, c'est le sujet de la picole. La picole, oui, mais la picole, tranquille doudou. Ça veut dire que si vous commencez à picoler, vous allez avoir un moment où vous allez ronfler très fort, mais ça va vous réveiller. Pourquoi? Parce que ça va agir sur des zones de votre cerveau qui vont, dans un premier temps, vous faire dormir. Ah, Ottilia, salut, je t'avais pas vu. Vous allez avoir un coup de bambou qui fait que vous allez dormir, et mais tac, vous allez vous réveiller soit au milieu de la nuit, soit très tôt. Donc faites super gaffe à ça. Pour ceux qui sont en phase de réappropriation de leur sommeil, je vous invite à vous souvenir que, ça va vous faire bizarre, mais le sommeil est un réflexe. Vous remarquerez une chose, c'est que vous vous endormez tout le temps dans la même position. Et c'est pas pour rien, c'est parce que le sommeil est un réflexe. C'est bien pour ça que quand je me tape des nuits dans d'autres lits que le mien, calmez-vous, j'ai pas une vie si pump que ça, c'est juste j'ai fait des nuits d'hôtel. Quand je me fais des nuits d'hôtel, bah parfois j'ai du mal à m'endormir. Pourquoi? Parce que mon cerveau n'a pas compris que je suis au même endroit, le même coussin, la même tendreté du matelas, etc. Donc parfois il a un peu de mal, je suis obligé d'aller sur un autre principe. Mais pour tous les autres, rappelez-vous que votre sommeil, votre endormissement est un réflexe. Donc ce qu'il va falloir aussi vous amener à faire, c'est vous endormir tout le temps, au même moment, dans la même tranche horaire. C'est ballot, je sais qu'on n'a pas envie de ça, je sais que c'est les fêtes, mais bah, ça peut être pas mal d'aller vous coucher quand vous êtes fatigué, quoi, tout simplement. De vous à moi, c'est pas parce qu'on fait pas les guignols à minuit qu'on souhaitera pas la bonne année le lendemain, quoi. Ou que le monde va s'arrêter, que va s'écrouler, que on changera de Premier ministre. Enfin, remarque peut-être, vu qu'on en change tous les 3 semaines en ce moment. Donc, ok, le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Vous aurez encore vos enfants et vos parents le lendemain. Vous leur souhaiterez bonne année, bonne nuit, les petits bisous, mais vous en priorité, quoi. Encore une fois. Je le répète. Ah ouais, ça c'est aussi le gros sujet. La fatigue alimentaire. Vous allez vite vous rendre compte si vous bouffez aussi un peu comme quatre dans cette période que votre foie il va pas aimer et votre foie par rapport à votre fatigue, il y a quand même une grosse connexion. Un foie qui est déréglé, un foie qui commence à être en surcharge, il y a un énorme coup de bambou aussi. Donc c'est le moment aussi juste de se prioriser, de se respecter. Oh, Martine, t'es pas drôle. Moi, on me l'a fait plein de fois, ça. Ah, Théo, t'es pas drôle, tu bois pas d'alcool. Bah, si, je suis drôle et non, je bois pas d'alcool. Il n'y a aucun rapport. Il y a encore une forme de pression sociale où tu dois manger comme tout le monde, tu dois boire comme tout le monde parce que sinon, t'es pas drôle. Bah, en fait, c'est des règles qui n'existent pas, quoi. C'est juste des pressions sociales. Donc, si je me repersonnalise, si à partir de maintenant, je me dis, bah, vous êtes marrant, mais moi, vos règles du jeu, elles m'intéressent pas. Vous avez le droit de pas bouffer les trucs que vous n'aimez pas trop. Vous avez le droit de pas bouffer les trucs qui vous ballonnent. Vous avez le droit de pas manger les trucs qui vous mettent trois plombes à digérer. Et c'est OK en fait. Et si la maîtresse ou le maître de maison il se vexe, c'est son putain de problème. C'est pas le vôtre. Vous, ça va. Ou sinon, vous lui dites, écoute, viens dormir avec moi. Les huîtres, ça me fait ballonner. Je vais péter à côté de toi toute la nuit. Et puis comme ça, tu comprendras que tu arrêteras de me faire chier avec les huîtres. Voilà. Ça, ça faisait 30 minutes que j'avais pas sorti une grosse vanne. Il fallait que ça sorte. Vous voyez un petit peu le truc? Les gens sont capables de vous mettre une pression. Foutez-vous la paix, quoi. Voyez le jeu arriver. C'est des jeux souvent inconscients. Ils le font même pas exprès. Ils le font pas exprès, hein. Je suis pas en train de leur jeter la pierre, mais c'est vous qui définissez les règles du jeu. Encore une fois. Sur ce que vous mangez, sur ce que vous buvez. Et c'est OK de pas manger de viande. C'est OK de pas manger de foie gras. C'est OK de pas boire d'alcool. C'est OK, en fait, d'être le propre maître de votre physiologie, en fait. Il y a un énorme rapport entre le burn-out et la physiologie. On avait notre naturopathe préféré, une coach du Quick Change, qui avait fait une expertise là-dessus. Il y a un lien quand même très ténu entre la récupération et ce que vous mettez dans votre corps.
Si je mets dans mon corps que des aliments qui me demandent beaucoup d'énergie à digérer, faut pas s'étonner si je suis fracassé. Bon, on continue? Yes. Il y a un truc que j'aimerais aussi évoquer avec vous, c'est retrouver ou recentrer les fêtes sur vos valeurs à vous, peut-être plus que sur les valeurs de la société. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est en quoi c'est important pour vous les fêtes? Qu'est-ce que c'est que les fêtes? Les fêtes dans... Allez, moi je mets le mot qui est tellement galvaudé, vous avez plein de coachs à deux balles sur YouTube qui vous disent ça, et vous utilisez le mot gratitude à tout point de vue, à tout bout de champ. Pourtant, les fêtes, alors je vais utiliser le mot gratitude, désolé pour les coachs YouTube qui me regardent, le mot gratitude c'est quoi? C'est quand on pense un petit peu à ces fêtes de fin d'année, d'un point de vue, allez, je vais tenter le religieux, d'un point de vue aussi culturel, c'est la gratitude, quoi. La gratitude, si aujourd'hui je devais polisser mon discours, c'est gratitude d'être en famille, gratitude d'être en bonne santé, ça c'est pour la nouvelle année, gratitude pour, bah ouais, avoir mes proches autour de moi. Et si les fêtes de fin d'année, on les recentrait autour de ça, plutôt que d'avoir une table impeccable, une conduite de table de dingue, les derniers souliers à la mode, les enfants qui sont peignés, pas les doigts dans le nez, Kevin, tu seras mignon. Là, et si on recentrait le focus de ces fêtes sur exprimer notre gratitude? Alors, il y a un truc qui est assez marrant. J'écoutais un psychiatre et j'aimais bien ce qu'il disait. Pour ceux qui me connaissent, vous me connaissez, vous savez pourquoi je fais les petits yeux filous. Mais ce psychiatre-là, en l'occurrence, j'aimais bien ce qu'il disait, vraiment, c'était très smart. Le gars, il avait bossé, quoi. Il nous disait que la gratitude, c'est l'antidépression. On a remarqué, en fait, que, effectivement, les gens qui sont un petit peu dans cet état dépressif sont des gens qui sont décorrélés de cet état de gratitude. Alors, la gratitude, c'est quoi? C'est sécréter des hormones qui combattent la dépression parce que vous êtes dans cet état de remerciement de ce qui vous arrive. Alors je sais que c'est pas toujours facile. Pourquoi c'est pas toujours facile? Parce qu'on va très souvent chercher les choses extrêmes. Bah ouais, pourquoi j'aurais de la gratitude alors que j'ai pas eu mon augmentation? Calme-toi, Micheline. La gratitude, c'est pour des choses très simples. La gratitude, c'est, bah là, vous voyez, par exemple, ce soir, quand je vais me coucher, je vais avoir beaucoup de gratitude d'avoir mon Bruno devant moi. C'est con, mais ça me fait super plaisir de le retrouver. Alors, je vais dire aussi Isabelle, parce que sinon demain elle va dire, ouais, bah t'as pas dit moi. Je déconne, Isabelle. Toujours de la gratitude d'avoir Isabelle avec moi. C'est vraiment ça, c'est quelles sont les petites choses de votre vie pour lesquelles vous avez sincèrement de la gratitude. Moi, je pense qu'à un moment donné, on oublie notre âme d'enfant, on oublie notre âme d'émerveillement face à des choses qui sont très simples. Si j'ai autant de gratitude pour un Bruno qui me sourit que pour une augmentation, bon, ça n'arrivera pas. Même si Bruno essaye de sourire très très fort, Bruno, ça n'arrivera pas. Mais si j'ai au moins l'envie d'avoir cet état de gratitude pour ces petites choses-là, ben, je vais produire par moi-même mes propres endorphines, mes propres molécules qui vont venir combattre aussi cette fatigue chronique, cette dépression, ce burn-out. Donc, ici, on se recentrait à Noël sur, non pas en quoi l'année a pu être merdique, mais, waouh, ok, bah cette année, je vois pas ma fille. Vous voyez, moi, cette année, je vais pas voir ma fille à Noël. Mais je me sens plein de gratitude parce que j'ai une fille, bordel. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, je peux voir le verre à moitié vide. Mais c'est une discipline de voir le verre à moitié plein quand j'ai pas été fabriqué comme ça par mes parents. Mon optimisme, mon pessimisme, ma gratitude, mon état de je vois le verre vide ou je vois le verre plein, c'est un choix. C'est une capacité. C'est une capacité que j'ai moi-même le plaisir de développer ou pas. Quand on a compris ça, ça change toute notre vie. Bien sûr que je peux voir le burn-out comme un cataclysme, une catastrophe, puis tu te rends pas compte, puis je vais perdre des revenus, puis ceci, puis cela. Ouais, super. Bah, c'est le moment où tu vas changer de vie et devenir enfin qui tu es et peut-être aller dans un métier qui est un peu moins reluisant, mais que tu vas kiffer ta mère et ta grand-mère. T'es pas content pour ça? Ouais, si, je l'avais pas vu comme ça. Allez chercher toujours l'autre versant de la colline quand vous avez l'impression qu'il y a un versant qui est pourri. Si vous avez un versant qui est au nord, détendez-vous. L'autre versant, il sera au sud. Vous serez au soleil, tranquille.
Donc la gratitude, l'optimisme, c'est aussi ça. Ne pas voir tous les endroits négatifs de ces fêtes. Ah, la table, elle n'est pas bien mise. Oh, le repas, il n'était pas suffisamment cuit. Oh, il y a Kevin qui a été qui a fait une indigestion avec l'huître. Ok, quels sont les trucs pour lesquels j'ai de la gratitude sur ce moment-là? Et si ce truc-là, j'en fais une habitude, et nos coachés, nous, on leur demande de faire ça, eh ben, ça change complètement votre état d'esprit. Sur des petits trucs très simples. Moi, j'ai de la gratitude aujourd'hui parce que j'ai vu une passante dans la rue qui m'a souri. Ah, j'étais particulièrement beau gosse aujourd'hui, je pense, c'est pour ça qu'elle m'a souri. Je déconne, Isabelle. Mais j'ai eu de la gratitude. Avoir une personne à Paris, parisien tête de chien qui sourit, bah, j'avais beaucoup de gratitude. J'ai de la gratitude de voir Bruno, j'ai de la gratitude d'être là avec vous ce soir parce que, bah, vous le savez, je vous kiffe. Et je pense que ça se sait vraiment. J'ai de la gratitude. Moi, ceux d'Instagram, je les kiffe moins. Ceux d'Instagram, je déconne, calmez-vous. Mais typiquement, voilà, ça suffit. Juste prendre un moment, 5 minutes par jour pour se dire, OK, pourquoi j'ai de la gratitude là, maintenant, tout de suite? Et faire de ces fêtes de fin d'année une occasion de vivre pleinement cette gratitude autour de nos valeurs fortes. J'ai une valeur forte famille cette année. Bah, ça va pas être comme d'habitude où on va se retrouver à 15, on va se retrouver à 4. Mais c'est pas grave, j'ai quand même une famille. Bah, j'ai de la gratitude parce que cette famille, elle est en bonne santé et qu'on va s'appeler. La vie fait qu'on va se retrouver dans des continents différents, à des milliers de kilomètres, mais c'est ok, on est là, quoi. J'ai de la gratitude pour ça. Plutôt que de regarder le verre vide, bah, je vais regarder le verre plein. Je vais regarder le verre plein et je vais développer cet esprit-là. Et puis, il y a une question qu'on va se poser aussi, et celle-là, les coachés vont dire, tiens, ça me rappelle un principe. La question qu'on va se poser, et j'aimerais vraiment vous la poser, c'est quelle est la seule chose qui doit être faite, d'après vous? Ouais, je vois Kelly qui a déjà réagi. Bah ouais, pour que ces fêtes de fin d'année soient réussies. Et j'en veux pas 10, j'en veux pas 100, j'en veux une seule. Quelle est la seule chose qui doit être faite, qui va vous faire dire que ouais, ces fêtes-là sont réussies? Pourquoi? Parce que quand on a ces fêtes de fin d'année, c'est comme quand on a un projet entrepreneurial, on a toujours des milliers de trucs à faire. Faut aller chez le coiffeur, faut se faire les ongles, faut trouver la dinde, faut la fourrer, faut aller peigner les petits, il faut aller inviter tout le monde, faut aller faire. Foutez-vous la paix. C'est quoi la seule chose qui fait que vos fêtes, vous pourrez vous dire vous, ouais, c'était cool, ouais, c'était chouette. Je laisse délibérément cette question en suspens parce que c'est pas une question à laquelle on va répondre tout de suite immédiatement. C'est vraiment un truc où je vous invite à vous poser cette question. C'est quoi la seule chose qui doit être faite dans ces fêtes et qui dépend que de moi, tiens d'ailleurs. On va rajouter ce détail. Parce que si ça dépend des autres, bon, autant faire son propre malheur. Quelle est la seule chose? Théo, t'as des origines portugaises? Mais non, je ne suis pas portugais, j'ai des origines belges. C'est pour ça que t'as des vannes à 2 balles. Oui, c'est pour ça. Donc, arrête, Ottilia. Tu me pousses à faire des conneries. Donc, quelle est la seule chose qui doit être faite, qui ne dépend que de moi, et qui me fera dire, bah, ouais, ok, ok, j'aurais passé des bonnes fêtes. Et ça sera cool. Moi, je crois que j'ai ma réponse. Bah, je vous invite vraiment à choisir vos propres réponses et à mettre uniquement votre énergie là-dessus. Et croyez-moi, je m'en fous que la dinde soit brûlée. Je m'en fous de ne pas être peigné comme il faut. Je m'en fous. C'est pas grave. C'est pas grave. Embrasser les gens que tu aimes. Et les embrasser vraiment pleinement. Pas se débarrasser. Salut, ça va. Non, juste tiens, prendre un moment, une seconde. Génial. Bravo Inès. Bah ça vous fera dire que vos fêtes sont bien réussies. Tout le reste, on s'en fout, et tout le reste, on peut se dire, bah non, je me mettrai pas la rate au courbouillon pour ça. Et ça sera très bien en fait. Rappelez-vous une chose, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Il y a parfois, euh, il y a parfois de la sagesse dans les dictons populaires, hein. C'est le mieux est l'ennemi du bien. Je pense au sourire de ma fille quand elle ouvrait ses cadeaux. Yes, ça dépend pas que de moi. Bah, ce qui dépend peut-être de toi, c'est de choisir le cadeau avec soin. Tu sais qu'il lui fera plaisir. Voilà, ça peut dépendre de toi. Le cadeau qui lui fera plaisir. Voilà, ça peut dépendre de toi. Le choisir avec soin, ça, c'est une grosse marque d'amour et de tendresse, quoi.
Bah voilà, ça lui fera plaisir, c'est ma manière de faire, etc., etc. Cette question-là, elle est vraiment fondamentale parce que on va faire reposer, entre guillemets, la réussite de vos fêtes uniquement là-dessus, pas sur tout le reste. Alors après, bon, au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'il nous reste à vous dire? Bah, il nous reste à vous dire que les bonnes résolutions, c'est de la merde, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que les gens n'ont pas assez le feu au cul et parce que les gens sont souvent pas prêts à payer le coût, payer le prix de leur bonne résolution. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils s'aperçoivent 3 mois après, à s'être dit, ouais, ouais, je vais aller à la salle, qu'ils ont toujours du gras du bide, qu'ils mangent toujours comme quatre, et ils se disent, finalement, je suis nul, je suis pas bien, j'aurais dû, etc., etc. Donc, si vous voulez vous faire des vraies bonnes résolutions, et pas des trucs genre, ça serait bien que je le fasse, ouais, peut-être un jour, vas-y, file-moi des chips. Demandez, demandez-vous vraiment si c'est important pour vous. Donc, si vous êtes prêt à payer le prix. Et là, vous pouvez mettre une bonne résolution. Ouais, c'est vraiment important pour moi parce que ça me donnerait ça. Et oui, je suis prêt à payer le prix. Alors, je suis prêt à mettre quelque chose de juste réaliste devant moi. Si je suis pas prêt à payer le prix, autant se foutre la paix tout de suite et bouffer ses chips. Parce que quand je vais me retrouver encore une fois 3 mois après, me rendre compte que j'ai pas bougé, que j'ai pas atteint mon objectif, c'était pas un vrai objectif. C'était pas un vrai objectif. Vous n'étiez pas prêt à payer le prix, le faites pas, foutez-vous la paix, bouffez vos chips. Ça va être vachement important pour celles et ceux qui pensent encore faire des bonnes résolutions. Ne le faites pas ou faites-le de cette manière-là. Et puis, je vais vous donner une recommandation. Une recommandation qui est v- ouais, plus une réflexion qu'autre chose. Salut Patricia, je te fais des gros bisous. Une recommandation qui est plus une réflexion qu'autre chose. Bon, là, vous avez tous remarqué, on est jeune, on est beau gosse et belle gosse. Si, Bruno, t'es jeune et t'es beau gosse. Un jour, on sera vioque et peut-être qu'on sera plus là parce que, vous savez, la vie, parfois, on se dit quand je serai à la retraite, je ferai ci, puis entre-temps, il y a un AVC qui passe, il y a un train qui passe parfois et on n'est plus là. Là, pour l'instant, c'est le meilleur moment de votre vie pour faire ce que vous avez planifié de faire à la retraite. Ça, c'est un truc qui est vachement important à comprendre. J'ai lu un livre il y a 15 ans de ça qui expliquait un concept qui était le concept des mini-retraites. J'en ai parlé dans une vidéo YouTube. Pour ceux qui veulent, YouTube, vous cherchez Théo Duverger, vous allez regarder toutes les vidéos, elles sont toutes trop bien. Et, et vous allez voir la vidéo sur les mini-retraites. La mini-retraite, c'est quoi? C'est pourquoi attendre d'être en retraite, d'avoir peut-être mal aux genoux, mal aux hanches, euh, des cervicales bloquées, d'avoir une santé qui n'est pas celle que vous avez aujourd'hui et vous avez à tous, hein, tous là maintenant, vous avez une santé meilleure que celle dans plusieurs années, hein. Pourquoi on ne ferait pas maintenant ce qu'on a prévu de faire plus tard? Alors bien sûr, on ne le fera pas selon les conditions du plus tard, mais on peut le refaire un petit peu. Je me souviens d'une cliente, une coachée qu'on avait accompagnée, oulala, c'était au tout début ça, on n'avait pas encore les coachs. À l'époque, dans le Quick Change, cette coachée, elle avait un rêve, elle me disait quand je serai en retraite, je ferai de l'hélicoptère. Et ouais, c'était son rêve parce que jusque-là, elle se disait qu'elle n'avait pas assez de sous, qu'il y avait ses enfants, etc., etc. Et je lui ai juste fait se rendre compte que pour faire l'hélicoptère, il y a un truc qui est indispensable, c'est d'avoir une bonne vue. Et donc peut-être qu'à sa retraite, elle pourrait pas faire d'hélicoptère, tout simplement. Et donc l'idée, c'est, est-ce que tu es prête, non pas à passer ton brevet d'hélicoptère, parce que j'ai compris, t'as pas l'argent, j'ai compris, t'as pas les ressources financières, t'as pas le temps, mais à te payer une fois par an une sortie en hélico avec un moniteur à côté de toi. Est-ce que tu es prête là à peut-être ne pas le faire dans les conditions que tu souhaiterais hypothétiquement un jour faire dans 20 ans, 30 ans quand tu auras les ressources? Non, mais faire maintenant quelque chose qui se rapproche de ton rêve d'une manière qui soit acceptable financièrement pour toi. Eh ben, je pense qu'elle s'envoie encore en l'air régulièrement. Après fourrer la dinde, je trouvais que le parallèle était bien. Donc, donc, et plus ça va, pire c'est, hein, Béatrice. Non, mais me regarde pas comme ça, j'ai honte, je te jure, j'ai honte. Non, c'est pas vrai, j'ai pas honte depuis longtemps. Donc,
Ok, priorisez-vous. Un jour ou l'autre, il sera trop tard. Un jour ou l'autre, bah, vous aurez une santé qui sera moins bonne. Quand ça vous tombera dessus, vous vous direz, c'est trop tard. Quand- Un grand malade. Quand ça vous arrivera, vous vous direz, ouais, c'est trop tard. Faut le faire avant. Alors peut-être que vous ne le ferez pas, ce truc-là, dans les conditions que vous envisagez à votre retraite, quand vous aurez le temps, l'argent, on le sait tous, on sera tous blindés à la retraite. Alors parti comme c'est parti, les amis, la retraite, elle sera à 75 ans, hein. Minimum, hein. Donc vous le ferez pas, ce truc, quoi qu'il arrive. Donc ce que je vous invite à faire, vraiment comme forme de recommandation, tout ça pour dire quoi? Ce que je vous invite à faire là, c'est de faire une folie. Là, ce soir, ou cet après-midi pour ceux qui nous regardent du Québec, ce qu'on va faire, c'est que on va penser à cette folie qu'on a envie de faire à la retraite. Peut-être on n'a pas les ressources, peut-être qu'on n'a pas le temps de le faire, peut-être. Ok, ok. Mais on va se demander comment dans l'année on va peut-être pouvoir le faire sous une autre forme, ce truc-là. Peut-être pas dans les hôtels 5 étoiles, comme quand je serai à la retraite et que je serai blindé de thunes et que... Non, 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 non. Peut-être à l'arrache dans un petit hôtel 2 étoiles. Ouais, je vais me faire une montée du Kilimandjaro et ça sera cool. Peut-être même que ça sera avec ma tante parce que j'ai pas la thune suffisante pour me payer et le déplacement et l'hôtel, mais au moins je vais le faire. Et tu sais quoi? J'ai les conditions physiques aujourd'hui pour dormir en tente et pas dormir dans un hôtel 5 étoiles. Yallah, on est parti, on le fait. Une fois que vous aurez posé ça, on va rendre le truc un petit peu plus complexe. Vous allez poser une date. Parce qu'on commence à reprendre le contrôle de son agenda, on commence à reprendre le contrôle de son temps, bref, on commence à reprendre le contrôle de sa vie à partir du moment où on fixe les dates dans son agenda. Sinon, vous trouverez toujours une bonne excuse pour pas le faire. Et si vous voulez être des grands malades comme moi, vous allez vous mettre le feu au cul. Oui, dans un contexte comme ça, c'est bizarre. Si vous arrivez maintenant sur la vidéo, vous allez dire, ah, ce mec, il est chelou. Si vous êtes des grands malades comme moi, vous allez payer dès maintenant des arts de réservation de ce que vous voulez faire. Et assurez-vous pour que ça soit non remboursable. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que Kevin ait une indigestion ou pas, vous ferez votre truc. Point barre. Alors, ça vous arrivera peut-être. Euh, Moi, j'avais un rêve. Vraiment, j'avais un rêve. C'était depuis très longtemps de partir en Jordanie. Et bah, j'ai toujours repoussé ce rêve parce que j'avais toujours mieux à faire. J'avais la naissance de ma fille, je pouvais pas partir en Jordanie. Et puis là, cette année, quand je devais partir en Jordanie, bah, j'ai posé un acte, j'ai déposé de l'argent sur un compte, j'ai dit, allez, je pars. Oh, je pars à l'arrache, hein. Je pars pas dans un 5 étoiles, je pars vraiment à l'arrache. Bon, bah, j'ai pas pu le faire parce que j'ai eu un problème de santé, mais c'est pas grave. J'ai perdu de la thune, c'est ok. Mais le simple fait d'avoir fait cet acte envers moi-même, ça signifie beaucoup en fait. Ça signifie je suis capable de me prioriser. Et bien sûr que j'ai ma fille, et bien sûr que j'ai ma compagne, et bien sûr que j'ai mes clients, et bien sûr que j'ai mes conférences. Non, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente dans cette période complexe. Oui, bien sûr, j'aurais pu faire 3 conférences dans la semaine. Ben non, je me priorise moi en premier. C'est ce qui s'appelle prioriser. Ok? Eh ben dis donc, ça fait encore beaucoup pour une soirée, hein. Oui, alors voilà. Puis maintenant, vous voyez, j'allais dire Florence a la raison, ça commence à être couillon la Jordanie maintenant. Alors, si on peut y aller encore, ça sera sympa. Mais il paraît que c'est encore très cool et très safe. Donc oui, se choisir vous en priorité, parce qu'un jour ou l'autre, il sera trop tard. J'ai un grand regret aussi, moi, vous voyez, c'était par exemple d'accompagner mon père au Canada. Mon père, il a un rêve, c'est de vouloir, et depuis que je suis tout petit, il dit un jour, j'aimerais bien visiter Québec. Et quand il a eu 80 ans, j'ai dit, eh, viens, je t'emmène au Canada, on part ensemble. Et ma mère a bloqué, et aujourd'hui, il a 86 ans et je l'emmènerai plus, et c'est fini. Et il va passer sa vie à rêver, rêver sa vie. Puis un jour, il se dira, bah c'est dommage, j'aurais dû. Moi, j'ai pas envie que vous arriviez là. Et j'ai pas envie d'arriver là non plus. Donc, quelle est la chose que je dis que je devrais faire à la retraite? Je vais la faire cette année, sous une autre forme. Je pose une date, j'injecte ma carte de crédit. S'il faut payer des arts, je paye des arts, mais je le fais. Et au moins, ça c'est ce qu'on appelle la technique de l'engagement en psycho. Si je m'engage à faire quelque chose, j'ai toutes les chances du monde d'être capable de dire non aux autres choses. Ok? Great. Alors, bien évidemment, je vous passe toutes les techniques de relaxation, de respiration, de... Qu'est-ce que vous avez encore? Cohérence cardiaque, etc. Si dans cette période de fête, il y a tout ça, parce que je pense que ça, c'est des bobos, c'est des pansements sur une jambe de bois. Je pense que le problème, il faut le traiter de manière un peu plus
Profonde, comme on a vu, résister à la pression sociale, accepter l'idée de vous prioriser en premier, s'apercevoir que si vous avez des drivers, bah, nous, on a une façon de les travailler, mais déjà, rien de le fait que de dire non, je suis pas OK avec ça, ça sera déjà marqué vos premières limites, ça sera déjà super. Vous aurez les résultats que vous aurez, encore une fois. Si en face ça gueule, c'est OK. Si en face ça réagit, c'est super. Ne vous attendez pas tout de suite à être des experts dans la communication ou dans votre capacité à prendre votre place. Vous êtes en chemin, vous êtes en progression. Pour ceux qui ne sont pas dans le quick change, peut-être la première chose à faire, c'est juste remarquer que vous avez des limites en vous. Bah ouais. Et les exprimer. Je serais déjà super content, moi, si vous êtes capable de faire ça. Si vous vous faites encore piétiner vos limites, mais que vous êtes capable de les exprimer, bravo, vous avez déjà gagné. Parce que vous avez été capable de, à un moment donné, vous personnaliser. Gérez votre temps, sinon quelqu'un le gère pour vous. Toujours. Créez-vous des espaces ressources. Ça, c'est vraiment hyper puissant, dans lequel vous allez collecter des choses qui sont marquantes pour vous. Pour Bruno, Bruno, c'est un motard. On se connaît un petit peu. Il aime bien justement les road trips avec ses belles motos. Bah, dans cet endroit ressources, une photo d'un road trip, euh, je sais pas, un truc de moto, une clé de moto qui te fait enfin, vraiment un porte-clés de moto, d'un truc qui te fait vraiment repenser à un road trip. Le simple fait de te poser là à un moment donné, waouh, tu revis le road trip. Ton cerveau confond la réalité et la fiction que tu es en train de te créer dans le bon sens cette fois, pas dans le stress, etc. Apaisement. Vous, d'abord. Ladies and gentlemen, j'avais dit que je ferais 1 heure, j'ai fait 1h12. J'ai pas été très germano-gaulois aujourd'hui. Bienvenue au Québec. Alors, pour les chouchous qui habitent Montréal et Québec, j'ai la grand bonheur d'aller faire des conférences là-bas au mois de juin. Je préfère vous le dire tout de suite. Je tiens à vous voir et bouffer des poutines avec vous, même si je viens de dire que vous prenez que ce que vous êtes capable de digérer et que je digère pas la poutine. Mais j'espère qu'on se verra au mois de juin et qu'on boira du jus de sirop d'orignal et, et qu'on mangera un steak de sirop d'érable et que ça sera super. En tout cas, contactez-moi, voyez-moi, je me ferai un grand plaisir d'échanger avec vous. J'aime beaucoup faire ces entretiens avec vous. Je pense qu'on en fera régulièrement. Ce soir, on avait nos coachés du Quick Change. On avait ouvert aussi à ceux qui ne sont pas encore dans le programme. Ceux qui ne sont pas encore dans le programme, si vous voulez rentrer dans le programme, je vais vous mettre un lien et vous aurez notre hop là, conseiller au téléphone qui verra si c'est fait pour vous ou pas, parce que ce n'est pas fait pour tout le monde, le Quick Change. Et puis pour tous les autres, je vous kiffe. Bah, je vous kiffe aussi si vous n'êtes pas dans le programme. Vous me donnez beaucoup d'énergie. Merci énormément pour tous les mails que vous m'envoyez. C'est énorme, c'est énormissime. Les messages DM que vous m'envoyez sur Instagram. Il y a un proverbe qui dit qui donne reçoit. J'ai l'impression de recevoir beaucoup plus que je donne. Donc merci beaucoup. Pour le coup, j'ai vraiment beaucoup de gratitude. Et on se revoit très vite. Je vous souhaite de très belles fêtes centrées sur vos valeurs et à très bientôt. Ciao!